Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de vous connecter avec nous pour cette nouvelle visio. Si vous êtes là ce soir, c'est certainement que vous envisagez de faire votre premier achat immobilier. Peut-être êtes-vous déjà propriétaire ou vous renseignez-vous pour un proche. Vous êtes également les bienvenus. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaitais vous représenter un peu dans quel cadre nous proposons cette webconférence. Alors, cette webconférence fait partie en fait de la programmation d'événements sur le logement que nous proposons tout au long de l'année au sein de la Maison de l'Habitant. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, la Maison de l'Habitant est un guichet unique d'information sur le logement pour tous les habitants de Nantes Métropole. Cette structure se situe dans le centre-ville de Nantes, au niveau de la Tour de Bretagne, entre Bretagne et Viarmes. Et vous pouvez venir vous y renseigner sur de nombreux sujets, soit auprès des différents services de l'Agence départementale d'information sur le logement, dont je fais partie, ainsi que mes deux collègues présents ce soir, que je vous représenterai un peu plus tard. Mais vous pouvez aussi venir vous renseigner auprès de différentes associations et structures partenaires qui sont présentes dans nos locaux, en particulier l'Espace Info Énergie et Solia. Nous pouvons vous renseigner sur de nombreuses thématiques liées au logement, en particulier sur la location et l'achat, la rénovation, le logement social, mais aussi sur les possibilités de logement pour les jeunes ou pour les seniors, entre autres. Pour le bon déroulé de cette webconférence, je vous demanderai de bien vouloir maintenir éteints vos micros et vos caméras. Si jamais vous aviez tout de même des questions ou que vous souhaitiez intervenir pour diverses remarques, vous pouvez poser vos questions à l'écrit dans le chat en utilisant l'outil Converser qui normalement se situe en bas de votre écran. Ma collègue Audrey Lemertier est également présente et elle participera avec nous à travers le chat justement pour répondre à vos questions et également pour vous envoyer de nombreuses ressources tout au long de la soirée, pour vous envoyer des liens en rapport avec ce qu'on va vous présenter. Dans tous les cas, ce support vous sera ensuite envoyé par mail. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup de notes en même temps. Et puis, plus tard, d'ici une quinzaine de jours, on mettra certainement en ligne le replay sur YouTube. Pour ce qui nous concerne ce soir, je vais laisser dans quelques instants la parole à Jacques Couedel, qui est conseiller juriste à la DIL et qui va nous parler donc de la primo-accession. Vous allez voir que le support est assez dense. Nous aborderons notamment les différents modes d'accession et les dispositifs encadrés sur notre métropole. Pour à la fois un achat dans le neuf ou dans l'ancien, pour l'achat en lotissement, et nous parlerons très brièvement de l'habitat participatif. En seconde partie, Jacques présentera les différents types de contrats, comme le contrat de réservation, la promesse ou le compromis de vente. Et enfin, on terminera par un point sur le financement de votre projet d'achat. Voilà. Bonsoir Jacques, est-ce que tu es prêt? Eh bien, écoute, oui, je suis prêt. Bonjour à tous. Je te laisse la parole pour la première partie. Bien, d'abord, en introduction, qu'appelle-t-on la primo-accession? C'est acheter pour la première fois son logement. Il n'y a pas de réglementation, de définition juridique spécifique, sauf pour le prêt à taux zéro, que je vous exposerai plus tard sur la réglementation prêt à taux zéro. Donc, je vais d'abord aborder les différents modes d'accession sur les logements neufs. Il existe plusieurs scénarios. Le plus pratiqué, c'est la vente en état futur d'achèvement. Ça peut être un appartement, voire une maison en secteur groupé. Une maison individuelle, vous pouvez l'acheter dans un lotissement, acheter un terrain à faire construire, mais vous pouvez aussi l'acheter à un promoteur, le lot complet terrain-maison, ce qu'on appelle secteur groupé. Et là aussi, c'est une VFA. VFA, on appelle ça aussi vente sur plan. Vous devenez propriétaire du sol et ce qui est construit à la signature de l'acte notarié qui souvent est réalisé au moment de la construction.
Et au fur et à mesure que la construction s'édifie, vous réglez des appels de fonds aux promoteurs. L'acte de vente est précédé d'un contrat de réservation et avec en annexe les plans du logement, une notice descriptive sommaire. Donc voilà. Vous avez ensuite une autre formule moins courante qui est la vente à terme. Le transfert de propriété s'opère le jour de l'acte notarié qui constate l'achèvement de la construction et vous réglez le prix à la livraison. Troisième scénario, c'est l'achat d'un terrain et la construction d'une maison individuelle. Alors là, ça se décompose en deux parties. Vous avez d'un côté l'achat du terrain, pas du bien immobilier, c'est le terrain. Les travaux, c'est la construction de la maison. L'achat du terrain, il y a deux scénarios possibles. Soit que vous achetez hors lotissement ou en lotissement. En lotissement, l'avantage, c'est que le terrain est prêt à bâtir, hein, quand c'est comment dire, lorsque c'est dans une formule de permis d'aménager, les règles de construction sont plus strictes que hors lotissement, parce qu'il y a un cahier des charges avec des règles spécifiques au lotissement. Les vendeurs, bah, c'est des aménageurs, lotisseurs, ça peut être un terrain communal, enfin un lotissement communal, ça peut être vendu par agent immobilier. Si vous achetez un terrain hors lotissement, celui-ci peut ne pas être viabilisé. Donc, il faut prévoir dans ce cas-là l'amener de tous les réseaux en façade sur le terrain. Donc, ça va être l'eau, l'électricité, l'assainissement, le gaz éventuellement, les télécoms. Il n'y a pas de réseau d'assainissement prévu sur la voirie. Il va falloir faire un réseau autonome d'assainissement. Tout ça est à faire chiffrer, bien sûr. Les règles de construction sont celles définies par le PLU, plan local d'urbanisme. Alors, l'achat du terrain hors lotissement, bah, ça peut être une vente entre particuliers, au niveau de la transaction, ça peut être par agent immobilier, notaire, voire des fois les géomètres. Pour la construction, 4 scénarios sont possibles. Le plus courant, sans doute, c'est le contrat de construction de maison individuelle, qu'on appelle dans notre jargon le CCMI. C'est très réglementé par une loi de 1990, contrat type obligatoire avec une notice descriptive type et les plans de la construction. Et là, vous avez garantie de remboursement ou garantie de livraison face aux professionnels constructeurs de maisons individuelles. Autre scénario, c'est contrat d'entreprise sans architecte ou maître d'œuvre. Et là, c'est très peu réglementé, donc il faut être très vigilant au niveau du contrat. La DIL peut vous donner tous les conseils utiles dans le cadre d'un rendez-vous. Par contre, si l'entreprise réalise à elle seule le gros œuvre, le hors d'eau, c'est-à-dire la toiture, et le hors d'air, toutes les menus extérieurs, le contrat CCMI est obligatoire. Autre scénario, le troisième en construction, c'est contrat d'entreprise avec maître d'œuvre ou architecte. Il faut savoir que l'architecte devient obligatoire si la surface, à partir d'une certaine surface, qui est la surface de plancher, supérieure à 150 mètres carrés, mais ça, c'est uniquement pour le dépôt du permis de construire. Et le dernier scénario, c'est l'autoconstructeur, bah, c'est le propriétaire du terrain qui construit lui-même sa maison individuelle. Alors, l'achat du terrain à vérifier, bien sûr, avant l'achat, les règles de construction définies par le PLU, voire les documents du lotissement, surface du terrain. L'avantage en lotissement, bah, le bornage est obligatoirement réalisé aux frais du lotisseur. Il faut vérifier la qualité du sol, hein, la nature géologique, voir si on est face dans la situation d'un terrain humide, un terrain en pente, parce que ça va nécessiter dans ce cas-là des fondations spécifiques, plus profondes, donc plus coûteux en construction. Si le terrain n'est pas viabilisé, ben là, il faut se rapprocher des différents services pour faire chiffrer les coûts de viabilisation. Il faut s'intéresser aussi à savoir s'il y a des servitudes ou pas sur le terrain. Et bien sûr, l'environnement du terrain, comme tout bien immobilier d'ailleurs, important à vérifier. Tous les acteurs de la construction, donc constructeurs de maisons individuelles, architectes, maîtres d'œuvre, entrepreneurs, doivent être tous titulaires d'une assurance responsabilité professionnelle et garantie décennale. Voilà pour ceci.
ici. Donc, je vais passer désormais à la section, donc là, logement dit abordable, entre autres de la location-accession. Donc là, c'est une accession spécifique. Alors, sur Nantes Métropole, donc 24 communes, ce dispositif est inclus dans ce qu'on appelle l'accession abordable pour la résidence principale et soumis à des conditions de ressources. C'est une forme d'accession en deux temps, on va dire, ou progressive. Vous signez d'abord un contrat de réservation avec le promoteur, enfin, qui n'est pas obligatoire, mais en pratique, il est signé. Quelque temps après, vous signez un contrat de location-accession. Et ce contrat prévoit donc les règles spécifiques location location-accession, on appelle ceci aussi PSLA, je veux dire prêt social location-accession. Vous avez une phase locative, c'est-à-dire que dès que le bâtiment, le logement est achevé, le promoteur vous livre le logement, vous n'êtes pas encore propriétaire. Vous verserez tous les mois, pendant 6 mois, voire 1 an, donc suivant ce que prévoit le contrat, une redevance à la société propriétaire. La redevance est constituée d'un loyer qui, sur Nantes Métropole, c'est environ 9 € et quelques du mètre carré, plus une petite part acquisitive qui constitue déjà à régler une part du logement. Ça peut être très faible, 15 € par mois, voire plus, suivant les moyens de chacun. Et vous réglez aussi, bien sûr, les charges locatives. Au terme de la phase locative, vous demandez à lever l'option afin de devenir propriétaire définitivement du bien. Donc, au préalable, il faut trouver la banque, l'établissement donc, qui va financer l'opération immobilière. Et vous signez l'acte définitif de vente chez le notaire, vous êtes propriétaire du bien. L'avantage de la location-accession, TVA réduite à 5,50, maîtrisé sur les programmes sur Nantes Métropole, ça tourne autour de 2 500 € du mètre carré. Au niveau national, le plafond est à 2 900 et quelques euros par mètre carré. Ce type d'opération est finançable avec le prêt à 0 et il y a une garantie de rachat et de relogement par l'opérateur, donc le promoteur. Autre opération dans le neuf faisant partie. Je me permets d'intervenir, Jacques. Donc, Oui. je te remercie pour ces précisions sur la location-accession. Je voulais juste apporter un complément d'information. Si jamais ce dispositif-là vous intéressait, la plaquette qui est ici, là, au niveau du visuel, vous pouvez la retrouver directement sur notre site, donc adil44.fr, où vous retrouverez la frise avec les étapes et les plafonds de ressources. Sur cette même plaquette, un autre dispositif est présenté, c'est le bail réel solidaire, et justement, Jacques va nous en parler tout de suite. Donc, le bail réel solidaire, c'est un nouveau dispositif, on va dire, sur Nantes Métropole, enfin récent. Il existe déjà depuis un certain temps au niveau national. C'est un dispositif qui dissocie en fait le terrain du bâti pour réduire le prix du logement. Comment ça marche? L'Office foncier solidaire, qui est propriétaire du terrain, donc en Loire-Atlantique, c'est Atlantique Accession Solidaire, qui a été créé par le département Loire-Atlantique, Nantes Métropole, la Carène et 14 opérateurs sociaux. L'Office foncier solidaire achète le terrain. Le programme immobilier est construit par un opérateur social. Vous achetez les murs de logement à l'opérateur et vous louez le terrain en signant un bail réel solidaire avec l'OFS, donc l'Office foncier solidaire. L'avantage pour l'accédant, il bénéficie donc d'une réduction de 30 à 50% du prix du logement comparé au marché immobilier classique. Le prix est de l'ordre de 2 300 € du mètre carré. Dans le neuf, vous trouverez pas moins cher. TVA réduite à 5,50, abattement de 30% de la taxe foncière sur la propriété bâtie si la commune le décide. Il y a une garantie de rachat et de relogement et cette opération est finançable aussi avec le prêt à taux zéro. Pour les personnes, bien sûr, qui rentrent dans les conditions prêt à taux zéro. Alors, je te remercie. J'ai une autre précision sur le bail réel solidaire. On a proposé cette semaine une webconférence justement sur ce sujet-là. Le replay sera disponible en ligne dans les jours à venir. Je vous invite également à aller voir le site de Nantes Métropole, donc métropole.nantes.fr,
sur la page accession abordable, vous retrouverez une cartographie qui est actualisée dès que de nouvelles opérations sont agréées. Donc, sur la cartographie actuellement est à jour. Les opérations qui sont mentionnées sont des opérations qui seront commercialisées en cours d'année, c'est-à-dire d'ici quelques semaines ou quelques mois. Voilà, c'est juste une petite précision si vous souhaitiez rechercher quels étaient les logements actuellement en cours de vente. Voilà. Alors, autre opération à TVA réduite, c'est les accessions directes en zone en rue. Donc, c'est toujours en TVA 5,50. Donc, comparé bien sûr à un logement dont la TVA logement neuf est à 20%, tout de suite, ça baisse le prix du logement. Zone en rue, c'est ANRU, qui veut dire Agence nationale pour la rénovation urbaine. Donc, c'est des quartiers qui font l'objet d'une convention signée avec l'ANRU. Il y a un plafond de ressources, donc suivant la catégorie de ménage. Donc, dans cette formule, il n'y a pas de phase locative. Alors, les garanties après livraison sur les logements neufs. Donc, il y a la garantie des vices et défauts de conformité apparents. Donc, ça, c'est pour les ventes d'immeubles à construire. Donc, c'est hors construction de maisons individuelles et hors contrat d'entreprise. Donc, c'est une garantie d'1 an. Garantie de parfait achèvement. Donc, là, on est dans le cadre des CCMI, contrat de construction de maisons individuelles et contrat d'entreprise. Garantie de bon fonctionnement, c'est pour les éléments d'équipement, donc c'est une garantie de 2 ans. Garantie décennale, 10 ans. Alors, décennale, c'est pour, ça garantit les malfaçons qui compromettent la solidité de l'ouvrage et les malfaçons qui rendent impropre la destination de l'ouvrage. Donc, ça peut être, par exemple, une fissure qui menace un affaissement de plancher. Ça peut être, par exemple, une infiltration d'eau par toiture. Et enfin, vous avez, pour les ventes d'immeubles à construire aussi, vous avez la garantie d'isolation phonique pour le premier occupant, garantie d'1 an. Parce qu'il faut savoir que sur les logements neufs, il y a une norme spécifique à l'isolation phonique. Maintenant, dans un immeuble, contrairement à une maison individuelle, on entend toujours un minimum les bruits. Et le logement neuf, il y a quand même une certaine qualité phonique. Je te remercie, Jacques, pour cette partie. Sur le chat, on a quelques questions qui sont arrivées. Je vais te les poser. Alors, une question de Georges. Est-il possible d'annuler un contrat de location-accession, construction en cours, pour en refaire un autre pour un logement plus grand? L'annuler, tant que l'option n'est pas levée, oui, c'est possible. Maintenant, un autre, oui, en théorie, c'est possible. Est-ce que tu peux repréciser ce que veut dire la garantie de rachat? La garantie de rachat, alors sur quel produit là? Alors, ce n'est pas indiqué dans la question de Marie-Christine, donc je vous invite à préciser votre Ça demande. doit être en PSLA, location accession. En fait, la garantie de rachat, c'est comment si vous renoncez à la location accession, enfin du moins, une fois que le contrat définitif est signé, il y a une possibilité de racheter le bien, parce que rachat, ça veut dire qu'on est déjà propriétaire du bien. Donc la phase locative est passée, et il y a une garantie de rachat par l'opérateur. Ça sécurise, on va dire, l'opération immobilière, contrairement à l'achat d'un logement neuf en VFA classique. D'accord. On a une autre question d'Emmanuel qui demande quels sont les délais pour obtenir un logement en location-accession, par exemple? Y a-t-il des listes d'attente? Je vais me permettre de Oui, répondre à cette question. oui, là, vas-y. Oui. Pour des logements qui sont actuellement en cours de commercialisation, donc il s'agit effectivement d'un achat sur plan. On va être sur des livraisons de chantier pour la plupart des logements sur la fin d'année 2021, voire 2022, voire 2023. Donc, ce n'est pas un dispositif qui s'adresse à des personnes qui auraient besoin de se reloger rapidement. Il n'y a pas de dossier à déposer comme c'est le cas, par exemple, pour la demande locative sociale. Donc, ça sera à vous de vous rapprocher directement des opérateurs immobiliers, donc des bailleurs sociaux en particulier. Et donc, des listes d'attente, il faut vous manifester directement auprès des opérateurs qui, eux, peut-être en interne, vont tenir des listes d'attente, mais nous, on n'a
visibilité, on va dire, sur les logements réservés ou pas. Voilà. Oui, je reviens juste une précision sur la garantie de rachat. Là, c'est en cas d'un événement exceptionnel, hein, au niveau un accident de la vie, décès, divorce, etc. Enfin, il y a une liste limitative, hein, qui permet à l'accédant d'avoir une garantie de rachat pendant 15 ans, hein, avec une décote sur le prix de vente. Enfin, il y a un calcul particulier qui s'opère à ce sujet. Merci Jacques, on va pouvoir passer maintenant à la partie sur le logement ancien. Voilà, alors dans le cadre du logement ancien, déjà, il faut savoir qu'il y a 3 scénarios possibles. Soit que vous achetez de particulier à particulier, ou par agence immobilière, ou par une étude notariale. Quand vous achetez de particulier à particulier, il est fortement déconseillé de signer le compromis de vente directement avec le particulier. Le compromis, c'est comme une affaire de spécialiste. Après signature du compromis, celui-ci doit être visé par le notaire. Il y a tout un tas de documents annexés au compromis de vente. Donc, le particulier novice, non, il est fortement déconseillé. Quand c'est une transaction entre particuliers, il faut prendre rendez-vous chez le notaire pour la signature de l'acte de vente définitif. Dans ce scénario, il n'y aura pas de frais d'intermédiaire au stade enfin, en tant qu'intermédiaire, pas de négociation de notaire, pas de commission d'agent immobilier. Le deuxième scénario, qui est courant, c'est l'achat du bien par l'agent immobilier. Dans ce cas-là, il peut prétendre à des honoraires. Il faut savoir que les honoraires, pas appelés aussi commission, les tarifs sont libres. Maintenant, l'agent immobilier a l'obligation il a l'obligation au niveau des publicitaires, quand il affiche les tarifs des biens en vente, il doit indiquer le prix commission agence incluse et le prix hors commission. Et il doit indiquer le pourcentage de sa tarification. Quand vous achetez le bien par l'État, alors là, ça suppose que l'agent immobilier a signé avec le vendeur un mandat de vente, parce que sans mandat de vente, l'agent immobilier n'a le droit à aucune rémunération. Le mandat de vente, c'est le contrat qui est signé entre l'agent immobilier et le vendeur du bien. Troisième scénario, c'est l'achat via l'étude d'un notaire. Là, pareil, il lui faut un mandat de vente pour prétendre à sa rémunération dans le cadre de la négociation, appeler chez le notaire les frais de négociation. Et là aussi, les tarifs sont libres. Autre scénario, vente d'un logement HLM. Alors, le logement HLM, en règle générale, c'est celui qui est construit depuis plus de 10 ans, sauf exception. Il y a une exigence au niveau du diagnostic de performance énergétique. Le logement ne doit pas être énergivore. L'étiquette énergie ne doit pas dépasser la lettre E. Il y a des conditions de ressources. Le logement, s'il est occupé par son locataire, soit que le locataire prend l'initiative de demander au bailleur la vente, enfin l'acquisition du logement, le bailleur a 2 mois pour lui répondre, ou c'est le bailleur qui propose à son locataire d'acquérir le logement. Autre scénario, le bailleur aussi peut proposer des logements vacants. Et là, il y a des ordres de priorité. Priorité, le texte prévoit ces personnes physiques. Premièrement, c'est les personnes physiques dont les locataires du parc social et les gardiens d'immeubles employés par les bailleurs sociaux du département. Donc là, c'est clair qu'au niveau des tarifs comparés au marché immobilier classique, les ventes de logements sociaux existants, dans ce qu'on appelle le logement ancien, les tarifs sont quand même très intéressants et par ailleurs, les frais de notaire sont réduits. Et ces logements sont aussi finançables avec le prêt à taux zéro, à un niveau moins élevé que les logements neufs, mais je vous en parlerai tout à l'heure lorsqu'on parlera du financement. Pour une petite précision sur les Oui, logements sociaux qui sont mis en vente par les bailleurs, vous retrouverez les annonces directement sur les sites des bailleurs sociaux du département. En effet, il y a une priorité pour les locataires du parc social, mais celle-ci dure 2 mois à compter de la date de mise en vente du bien sur le site marchand. Passé ce délai, tout le monde peut candidater en respectant le plafond de ressources, en sachant que le plafond de ressources pour acheter un logement social ancien est le même
que pour acheter un bien neuf en location-accession ou un bien neuf en bail réel solidaire. Vous pouvez aussi retrouver certaines annonces sur le site Bienvéo. Justement, Audrey vous la partagez dans le chat. Donc, bienvéo.fr, vous retrouverez des annonces à la fois de location et d'accession dans le parc social sur toute la France. Voilà, je te laisse la main, Jacques. Alors, dans l'ancien, il y a un autre produit qui n'est pas courant, nous, à la DIL, on le voit très rarement, c'est les ventes d'immeubles à rénover, appelé aussi VIR. Là, du coup, c'est le vendeur d'un bien immobilier, souvent c'est ce qu'on appelle les marchands de biens, qui s'engage à effectuer des travaux dans un délai déterminé. Donc, en fait, il vous vend le bien qui n'est pas encore à vous, c'est un bien existant. Le paiement se décompose en 2 temps. Vous payez à la signature de l'acte définitif de vente la partie bien immobilier et puis le coût des travaux suivant un échéancier réglementaire. Et tout ça doit être défini clairement dans l'avant-contrat et reproduit après, bien sûr, dans l'acte définitif de vente. Et là, il existe une garantie d'achèvement. Donc là, du coup, ce n'est pas l'accédant qui fait les travaux, c'est le vendeur qui s'engage à faire les travaux. Donc là, bien sûr, il faut être prudent avant toute signature. Les informations à demander donc au préalable, hein, donc avant toute signature, pour tout bien immobilier ancien, donc le dossier des diagnostics immobiliers, parce que quand vous achetez un bien immobilier ancien, il y a toute une série de diagnostics immobiliers obligatoires. Hein, donc, il peut y avoir les termites, enfin ça dépend des communes, diagnostic de performance énergétique, le diagnostic gaz, si l'installation a moins 15 ans, idem pour l'électricité, diagnostic, l'état parasitaire, alors termites, j'en ai parlé, et puis il y a le plomb, si la construction est antérieure à 1949, et l'amiante, si la construction est antérieure à juillet 1997. Donc, il faut savoir quand même que les accédants sont de plus en plus informés au fil des années. Le législateur a quand même renforcé les moyens d'information. Et là, prenez bien connaissance des diagnostics immobiliers. Alors, si c'est un achat en copropriété, bien sûr, il y a un ensemble d'informations liées à la gestion, aux charges et aux travaux à récupérer avant toute signature. Dernier PV d'Assemblée générale, relevé individuel des charges, etc. Si vous achetez un lotissement, prenez connaissance des documents du lotissement. Si c'est un achat d'un bien qui a moins de 10 ans ou un achat d'un bien dans lequel il y a eu des gros travaux depuis moins de 10 ans, demandez au vendeur son attestation d'assurance dommage ouvrage. Informez-vous afin de savoir s'il y a une servitude sur la propriété. Ça peut être un droit de passage, hein, ça peut être une servitude d'égout, c'est-à-dire une canalisation qui passe sous le terrain. En vente d'immeubles à rénover, vérifiez donc les indications relatives au descriptif, au délai des travaux, le prix du bien des travaux et la garantie d'achèvement. En mairie, vous pouvez vérifier l'évolution du quartier, les règles d'urbanisme définies par le PLU, le plan local d'urbanisme, le droit de préemption de la commune, exercera-t-elle le droit de préemption sur ce bien, et les éventuels risques naturels et technologiques. D'ailleurs, ça doit être dans le dossier technique avec les diagnostics immobiliers, doit être joint l'état naturel des risques naturels et technologiques qui vous précise si le bâtiment est dans une zone à risque ou pas. Autre mode d'accession à la propriété développe aussi de plus en plus, c'est l'habitat participatif. Donc, l'habitat participatif, c'est une manière de penser d'habiter autrement. Cette démarche permet à un groupe de personnes de s'associer pour définir et mener à bien un projet de construction et de rénovation de leur future habitation avec des espaces destinés à des usages communs. Il existe deux grandes familles de projets. L'autopromotion, donc le projet est porté par les futurs habitants, ou projet porté par un opérateur. Alors, le projet peut être à l'initiative d'un promoteur ou un bailleur social qui porte le projet. Et là, les habitants peuvent aussi être à l'origine du projet et vont solliciter l'opérateur.
Voilà. Alors, il faut savoir que chaque mois, à l'ADIL, au sein de la maison d'habitants, il y a une rencontre mensuelle de l'habitat participatif et vous pouvez vous inscrire sur le site adil44.fr. Oui, tout à fait, Jacques, tu as raison de le préciser. Tous les mois, avec différentes associations locales et avec Nantes Métropole, on propose un temps d'information sur ce sujet, sur l'habitat participatif. Donc, ce mois-ci, la rencontre mensuelle est déjà passée. Quelques replays sont aussi disponibles sur YouTube si ce sujet vous intéresse. Vous pouvez aussi retrouver sur notre site les 2 documents qui sont présentés en bas. L'habitat participatif à Nantes Métropole, c'est un livret qui reprend la plupart des projets issus de l'initiative métropolitaine. Et ce petit document-là, c'est les projets en cours où vous retrouverez les contacts des interlocuteurs, soit des habitants, soit des professionnels, sur des projets. Il reste des logements à pourvoir. Donc, l'habitat participatif, juste une petite précision, ça concerne surtout des projets d'accession à la propriété en accession libre ou via des dispositifs d'accession sociale. Et petit à petit, ça peut concerner du locatif ou du locatif social, mais ça reste encore à la marge. Voilà. N'hésitez pas à revenir vers nous si ces questions vous intéressent. On va passer à la deuxième partie sur les contrats et en particulier, donc vous allez voir, c'est une partie assez dense. Là, on va parler des contrats, des avant-contrats et de quelques points de vigilance à observer avant de s'engager dans un achat. Voilà, donc là maintenant les contrats d'accession à la propriété. Donc les ventes se passent en 2 temps, hein. Vous avez l'avant-contrat. Alors d'abord, on va voir sur le logement neuf. Sur un logement neuf, on parle du contrat de réservation. Il engage le promoteur à réserver le logement à l'acquéreur en contrepartie d'un versement d'un dépôt de garantie 5% maximum du prix du bien. En PSLA, le dépôt de garantie est restitué sans frais si le contrat de location-accession n'est pas signé dans les 3 mois. Il y a des mentions obligatoires, hein, dans les contrats de réservation, descriptif détaillé du logement, bien sûr, prix de vente, conditions suspensives d'obtention des prêts, date signature du contrat de vente, date de livraison, etc. Dans tous les contrats de réservation ou quand c'est en logement ancien, on parle du compromis de vente, il y a la condition suspensive d'obtention des prêts qui est obligatoire. Donc, cela vous protège, c'est-à-dire que si, après avoir déposé une demande de financement à la banque, l'établissement refuse de prêter, vous en informez donc de préférence par lettre recommandée BKR le vendeur et à partir de là, la vente s'annule et vous récupérez le dépôt de garantie versé à la signature de l'avant-contrat. Pour le contrat de location-accession, parce que oui, dans le scénario location-accession, vous signez un contrat de location-accession, puis quelques temps après, quelques mois, enfin pas très longtemps après, vous signez le contrat de location-accession. Ce contrat, lui, est signé par acte authentique, c'est-à-dire obligatoirement devant notaire. Il a une durée maximale de validité donc fixée dans ce contrat. Cet acte organise les 2 phases distinctes de l'opération, la période locative avec le versement d'une redevance, c'est-à-dire le loyer puis une part acquisitive, et la levée d'option qui correspond donc au transfert de propriété avec le versement du solde du prix de vente après avoir obtenu le financement de la banque. En matière de logement ancien, les avant-contrats, disons qu'il y a 3 avant-contrats. Une pratique qui est courante avant de s'engager dans un compromis de vente sur un logement ancien, c'est de signer une offre d'achat, appelée aussi promesse unilatérale d'achat. Alors attention, cet acte n'est pas anodin. Si vous faites une offre par écrit à un vendeur, via éventuellement l'agent immobilier, via éventuellement l'étude d'un notaire, si le vendeur vous répond « oui, j'accepte votre offre », sachez que vous êtes lié comme dans un compromis de vente. Donc, si vous émettez une offre d'achat, limitez-la dans le temps. Fixez une date, enfin, ou un délai, 48 heures, 72 heures, une semaine éventuellement. Si, dans le délai fixé dans l'offre, le vendeur ne vous a pas répondu, l'offre est caduque, ce qui vous permet de passer à un autre bien. Alors, l'autre avant-contrat possible dans l'ancien, c'est la promesse unilatérale de vente.
celle-ci engage le propriétaire à vous vendre le bien et vous, acquéreur, vous disposez d'une option d'acheter ou non ce bien pendant un délai prévu au contrat. Bon, la formule en fait la plus courante, c'est le compromis de vente, appelé aussi promesse inadagmatique bilatérale. C'est la formule donc la plus courante. Le vendeur et l'acheteur s'engagent l'un à vendre, l'autre à acquérir le bien au prix convenu, avec des conditions suspensives. Celle qui est obligatoire, c'est le financement du bien immobilier et éventuellement autorisation d'urbanisme, hein. Vous achetez un terrain, vous pouvez faire insérer une condition suspensive d'obtention du permis de construire ou autre condition suspensive si c'est l'achat d'un bien existant avec des travaux à réaliser, par exemple. Là aussi, il faut être vigilant sur la rédaction de ces avant-contrats. Avant le jour de la signature, vous pouvez demander au notaire ou à l'agent immobilier de vous transmettre, c'est de plus en plus courant, un projet de son avant-contrat. Et là, on peut faire des économies de papier en transmettant par voie dématérialisée, ça se pratique de plus en plus. L'avant-contrat devra décrire en détail donc, le logement vendu et ses équipements, les annexes, superficie en plus pour le logement neuf, les plans et la notice descriptive, le prix du bien plus la commission du mandataire, agent immobilier ou notaire, et les frais d'acte notarié, le montant du dépôt de garantie, les conditions suspensives dans leur réalisation, exemple obtention du financement, l'avant-contrat sera annulé avec le remboursement des dépôt de garantie, les clauses particulières, par exemple, le vendeur s'engage à faire des travaux dans une limite de temps, la clause détaillant le financement du bien et les délais pour les formalités bancaires, délai de livraison, là c'est pour les logements neufs, date butoir pour signer l'acte notarié et les mentions spécifiques à la location accession. L'avant-contrat et l'ensemble des documents annexés, donc là il faut en prendre connaissance aussi, c'est les diagnostics techniques, c'est les documents de la copropriété, doivent être notifiés alors là, oui, c'est une fois signé, doivent être notifiés par lettre commandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen présentant les garanties équivalentes. Donc, ça peut être remise en main propre contre signature ou éventuellement remis par huissier. L'acquéreur bénéficie d'un délai de rétractation de 10 jours. Sans motif particulier à donner, vous pouvez vous rétracter aussi par lettre commandée avec accusé de réception. Le contrat de vente définitif, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'acte notarié ou l'acte authentique, sera signé bien sûr à l'étude du notaire. Par précaution, revisiter le bien si c'est un bien existant la veille ou le jour même de la signature, afin de vérifier si il n'y a pas des éléments qui ont été modifiés, voir s'il n'y a pas eu un sinistre juste avant, enfin entre le compromis de vente et l'acte de vente, le solde du prix, plus les frais du mandataire, plus les frais d'acte sont réglés le jour de la signature, donc de l'acte définitif de vente chez le notaire. Il faut Je savoir que l'acheteur peut être assisté par un second notaire. Et là, il n'y aura pas de frais supplémentaires au niveau des émoluments. Les émoluments, c'est la rémunération du notaire. Ils seront partagés entre les deux notaires intervenants. Voilà, Élodie. J'ai une petite question de Lisa. Les servitudes de passage Oui. doivent-ils être écrits sur le contrat? Alors, la servitude, oui, elles seront écrites sur le contrat. Il arrive des fois que les servitudes n'apparaissent pas. Eh bien là, les recours vont être plus difficiles. Maintenant, un droit de passage, oui, ça doit apparaître le sur l'acte de vente, ça doit être transmis si c'est un droit de passage, par exemple, qui existe depuis 50 ans, il est, heu, il est répertorié, enfin, noté sur chaque acte, successif. Ok, je te remercie. Donc, on a déroulé toutes les étapes de l'achat et les points de vigilance. Maintenant, on va voir comment financer son achat, quels sont les frais également à ne pas oublier. Alors là, on aborde maintenant le financement immobilier. Donc, le financement immobilier au niveau des études financières, il y a 2 possibilités. Si vous n'avez pas connaissance, si vous n'êtes pas encore arrêté sur un bien immobilier précis, il est vivement conseillé de faire un diagnostic de financement. Donc, l'ADIL les réalise sur rendez-vous. Ça permet de déterminer le montant du budget que vous pouvez accorder à l'opération immobilière,
en tenant compte de l'apport ou pas hein, que vous pouvez disposer, du prêt ou des prêts mobilisables, de vos revenus, bien sûr, parce qu'il faut savoir qu'en théorie, il ne faudrait pas dépasser 33% d'endettement. Bon, même si certains vont au-delà, 35%, nous, on a quand même tendance à conseiller 33% maximum. Si l'acquisition se fait en copropriété, il ne faut pas oublier qu'en Suisse, il y a des charges de copropriété. Donc, j'aurais même tendance à dire, prévoyez un endettement un petit peu plus bas. Si vous êtes arrêté sur un bien immobilier précis, on ne parle plus de diagnostic de financement dans les calculs, on parle de plan de financement. Et là, on part du prix précis du bien, on rajoute les frais de notaire, les frais annexes et frais de garantie, éventuellement des travaux. On calcule le niveau d'endettement en prenant en compte les revenus, les prêts mobilisables, l'apport, etc. Donc, c'est très utile et sécurisant, même et rassurant de faire ces 2 études, diagnostic ou plan de financement. Rendez-vous à la DIL. Donc, dans les dépenses, au niveau à prendre en compte, au niveau il faut anticiper hein, l'évolution de vos dépenses d'abord consécutives à l'accession. Donc, c'est les frais de déménagement, les frais de transport que ça peut occasionner si vous achetez un bien qui a une certaine distance, on va dire, de votre travail, les dépenses énergétiques du nouveau logement, les impôts locaux. Donc, les impôts locaux, c'est taxes d'habitation et taxes foncières sur propriété bâtie. La taxe d'habitation, avec les mesures Macron, il y a un certain nombre maintenant de contribuables qui ne payent plus de taxes d'habitation suivant leur revenu fiscal référent et la situation familiale. Autres dépenses à prévoir, en sus des remboursements de prêts immobiliers, c'est les charges de propriété, futurs travaux éventuellement à prévoir. Sur l'accession proprement dite, il y a des frais, donc la dépense principale, bien sûr, c'est le prix de vente du bien immobilier, soit logement neuf ou achat d'un terrain plus construction ou enfin l'achat d'un bien existant. Les frais annexes, vous aurez les frais de mutation, appelés aussi les frais de notaire. Alors, les frais de notaire, j'ai en exemple, hein, si vous achetez un bien à 180 000 € dans l'ancien, les frais de notaire comptaient 14 000 €, chiffre arrondi. C'est à peine 8%. Vous achetez un bien à 250 000 €, les frais de notaire, 19 000 €, on est à peu près à 7,5%. Alors, vous allez me dire, le notaire s'engraisse allègrement. Je vais vous dire non, parce que les frais de notaire, en fait, c'est une fausse appellation. Ce que vous réglez aux frais de notaire sur les logements anciens, il y a 75% de fiscalité. Sur un logement neuf, les frais de notaire sont réduits. Sur un bien neuf à 180 000 €, les frais de notaire, c'est 4 000 €, 2 et quelques pourcents. Un bien qui vaut 250 000 € neuf, les frais de notaire, 5 000 €, à peine 2%. Vous aurez en plus des frais éventuellement d'intermédiaire. Si vous achetez le bien par un agent immobilier, à la commission d'agent immobilier, dont les honoraires apparaissent sur les annonces diffusées et sont aussi affichés en agence, en vitrine et au sein de l'agence. Idem pour le notaire. Les tarifs pour l'un et pour l'autre sont libres. Alors, les annonces immobilières indiquent le prix de vente avec et sans les honoraires, si les frais sont la charge de l'acquéreur, et c'est exprimé aussi en pourcentage. Des frais spécifiques à l'achat d'un terrain. Alors là, ça se décompose en plusieurs postes. En sus du coût de l'achat du terrain et de la construction de maison, si le terrain n'est pas viabilisé, il faut prévoir les frais de viabilisation, l'eau, l'électricité, le gaz, l'assainissement, les télécoms. Étude de sol à prévoir si il n'y a pas de réseau collectif d'assainissement, il faut prévoir un réseau autonome d'assainissement. Et là, l'étude de sol va être nécessaire, ainsi que pour les fondations de la construction, ça peut être utile. Alors, il faut savoir que depuis une récente réglementation, pour certains terrains argileux, à certains niveaux de qualité de terrain, l'étude de sol est obligatoire et là, à la charge du vendeur. Il faut prévoir les frais d'ouverture des compteurs. Alors, c'est minime en dépenses, mais il faut quand même les prévoir. Et il y a des taxes liées à la construction, liées aux autorisations d'urbanisme, la taxe d'aménagement qui est liée, dont le calcul est lié à la surface de la construction, dont les montants varient suivant les communes. La redevance d'archéologie préventive, si les fondations sont supérieures en profondeur à 50 cm.
versement pour son densité, donc celle-ci n'est pas fréquente, c'est plus en zone urbaine, et participation pour il peut y avoir aussi au niveau de la commune une participation pour les frais d'assainissement collectif. Donc tout ceci, ne vous inquiétez pas, vous allez en mairie, ils vous donneront tous les montants correspondant à ces dépenses. Par ailleurs, vous aurez des frais d'emprunt. Alors, les frais d'emprunt, que ce soit neuf, ancien, etc., c'est quand vous demandez un financement immobilier à la banque, vous aurez des frais de dossier banque. Alors, ceux-ci sont négociables. Après négociation, les frais de dossier, ça tourne aux environs de 500 euros. Vous pouvez aussi faire appel à un courtier. Le courtier, c'est un intermédiaire en opération de banque. Alors, les courtiers, il y a plusieurs scénarios. Le courtier peut être rémunéré à la fois par le banquier et par l'emprunteur. Il peut être aussi rémunéré uniquement par la banque. S'il est rémunéré par courtier et emprunteur, attention, les frais de courtage peuvent être des fois élevés. 1 500, 1 800, 2 000 euros, ça existe. Maintenant, pour que ça soit intéressant, il faut que ça soit compensé par une réduction du crédit qui va être étalée sur X années. Alors, les frais de garantie bancaire, alors pourquoi la garantie? Parce que le banquier qui va vous prêter, il se protège. C'est une protection donc, en cas de défaillance de l'emprunteur. Quel type de garantie? Ça peut être une hypothèque. Une hypothèque, c'est un acte signé devant notaire, inscrit au service de publicité foncière, ce qui permet, en cas d'impayé à un certain niveau, au prêteur, c'est-à-dire au banquier, de faire vendre judiciairement le bien pour récupérer son capital. Autre garantie voisine de l'hypothèque, c'est la garantie privilège prêteur de denier, très voisine de l'hypothèque, possible uniquement sur un bien existant. Son coût est inférieur sur les prêts bancaires classiques. Et il y a aussi le cautionnement par une société spécialisée, ce qui se pratique de plus en plus, et dont les tarifs varient suivant les sociétés de cautionnement. Bon, je prends un exemple, un prêt de 100 000 euros, si je prends une caisse de garantie qu'on voit couramment au niveau des banques, le coût est de 1 600 euros. Pour les moins de 37 ans, le coût est minoré à 1 100 euros. Et il peut y avoir, mais ce n'est pas dans tous les cas, les intérêts intercalaires. Si vous achetez un logement neuf, alors que ce soit appartement ou dans les différentes formules que j'ai exposées, ou l'achat d'un terrain à la construction de la maison, le banquier va débloquer les fonds au fur et à mesure de l'évolution de la construction. Sur le prêt à taux zéro, il n'y a pas d'intérêt intercalaire. Alors, c'est quoi les intérêts intercalaires? Au fur et à mesure que vous allez débloquer des fonds sur le prêt bancaire principal, le banquier va se rémunérer sur ces frais-là tous les mois jusqu'à la fin de la construction. Parce qu'il ne pourra pas prélever le prêt pendant la construction, parce que prélever le prêt pendant la construction, enfin la mensualité du prêt, ça voudrait dire qu'il va supporter à la fois le loyer que vous avez avant d'aménager dans le futur logement et le remboursement du prêt immobilier. Donc, pour éviter ça, le remboursement du prêt est différé. On attend qu'on vous livre le nouveau logement. Comme le banquier va débloquer des fonds par anticipation, il va vous faire payer des intérêts sur chaque somme qu'il débloque jusqu'à la fin de la construction, tous les mois. Donc, bien évidemment, plus vous allez emprunter, moins vous aurez d'apport, plus il y aura d'intérêts intercalaires. Donc, tout ceci, ne vous inquiétez pas, on vous explique comment ceci en détail dans le cas des rendez-vous à la DIL, plan de financement ou diagnostic immobilier. Donc, voilà pour les intérêts intercalaires. Alors, ce n'est pas négligeable parce que ça peut monter à 1 500, 2 000 euros, des fois plus ou moins. Donc, ça, c'est au cas par cas. Alors, le financement du bien immobilier, maintenant le financement proprement dit, si vous voulez, le banquier observe le profil de l'accédant en détail en prenant en compte X paramètres, l'âge de la personne, la situation familiale, la situation professionnelle, les revenus, la situation bancaire, l'état de santé, l'apport, le projet immobilier, etc. Il y a un taux d'endettement. Alors, il n'y a pas de limite réglementaire, mais disons que le taux appliqué généralement est de 33%, des fois 35%, mais je vous dis, nous, à la DIL, on limite à 33%, voire moins.
Alors, pour l'apport personnel, les banques apprécient bien sûr que l'emprunteur dispose d'un apport personnel et en général couvrant les frais. L'épargne pour le banquier, bien sûr, est un élément de sécurisation prend en compte, mais un financement sans apport reste toujours possible. Donc là, c'est à l'appréciation du banquier. Alors, les prêts complémentaires. Donc, le premier prêt, c'est le prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro est soumis à des conditions de ressources. Donc, par exemple, sur Nantes Métropole, pour une personne, le prêt à taux zéro, c'est 30 000 euros de revenu fiscal de référence sur l'année N-2. C'est-à-dire, si vous faites une demande de prêt à taux zéro en 2021, c'est les revenus 2019 qui sont pris en compte, avis d'impôt 2020. Pour deux personnes, le plafond de ressources Nantes Métropole, c'est 42 000 euros, etc. Donc, c'est quand même un niveau intéressant. Alors, en fait, oui, il y a quand même une petite particularité, c'est que est pris en compte le revenu fiscal de référence, mais si l'accédant investit à un certain niveau, prend par exemple 40 000 euros, 40 000 euros, on va diviser par 9 ce montant d'investissement pour déterminer le coût plancher de le revenu plancher de l'opération. Et c'est-à-dire que le dispositif est fait de telle sorte que si l'accédant achète un bien à un niveau élevé, c'est-à-dire soit qu'il a un apport ou subitement sur l'année de référence, il a des revenus très élevés, eh bien, ça l'écarte, hein, ça le fait sortir du plafond de ressources réglementaires. Alors, il faut être primo-accédant. Et donc là, primo-accédant, il y a une définition spécifique pour le taux zéro. Il ne faut pas avoir été propriétaire de sa résidence principale les 2 années qui précèdent l'émission de l'offre de prêt. Sauf pour les titulaires de certaines cartes d'invalidité. Alors, je ne vais pas vous les énumérer parce que c'est là, on rentre dans les détails. Les titulaires de l'allocation adulte handicapé, et les victimes d'une catastrophe ayant rendu définitivement inhabitable sa résidence principale. Alors, les opérations finançables par le taux zéro, avec le taux zéro, c'est les logements neufs dont l'accession sociale, PSLA, enfin location-accession, BRS, etc. Ça peut être aussi la transformation d'un local qui aujourd'hui n'est pas une habitation, donc ça peut être une grange, que vous transformez en habitation. Ça peut être hors Nantes Métropole, l'acquisition, amélioration d'un logement ancien avec 33% de travaux minimum à réaliser par rapport au prix d'achat. Et là, la performance énergétique finale ne doit pas excéder la lettre E. Et ça peut être aussi l'acquisition d'un logement social ancien, donc dans le parc HLM. Le montant du prêt à taux zéro, c'est un pourcentage du coût de l'opération plafonné suivant la zone géographique, le nombre de personnes occupant le futur logement est limité au montant dû ou des autres prêts. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir le prêt à taux zéro tout seul. Le prêt à taux zéro viendra en complément d'un ou d'un autre prêt et son capital ne peut pas dépasser le ou les autres prêts. La durée du prêt à taux zéro est en fonction de votre revenu fiscal de référence, du quotient familial et de la zone géographique. C'est 19 ans minimum, 25 ans au maximum. Les premières années, vous ne rembourserez pas de capital, vous ne rembourserez que l'assurance. Le prêt à taux zéro est destiné à financer la résidence principale. D'ailleurs, tout ce que j'ai présenté jusqu'à présent, là, c'est la résidence principale, hein. La résidence principale pendant au moins 6 ans à compter du versement du prêt, sauf dans 2 cas dont le logement sera loué temporairement. Donc, la personne qui achète aujourd'hui pour sa future résidence principale au moment de sa retraite. Et il est possible de louer aussi avec le taux zéro si en cours de remboursement, vous êtes confronté à un événement professionnel. Donc, ça peut être mutation, il y a une distance à respecter, soit pour des problèmes de santé, enfin, il y a plusieurs cas évoqués, et des cas de force majeure. Si vous louez, il y a des conditions de ressources à respecter pour le locataire et le loyer est plafonné. Alors, pour le prêt à taux zéro, la demande de prêt se fait auprès d'une banque ayant signé une convention avec l'État, donc presque toutes les banques, on va dire, sur le marché bancaire. Le prêt à taux zéro est non cumulable avec les subventions de l'ANA. Deuxième prêt qui peut être mobilisé, c'est le prêt Action Logement. Alors, prêt Action Logement, c'est pour les salariés du secteur privé non agricole, au moins 10 salariés. Il y a un plafond de ressources qui est proche du prêt à taux zéro. Le prêt Action Logement, appelé anciennement 1% logement ou prêt patronal, peut financer logement neuf ou ancien. Si c'est un logement ancien, il ne faut pas dépasser la lettre, enfin, c'est de A à E dans l'ancien, au niveau du diagnostic de performance énergétique.
Et toutes les opérations d'accession sociale sont finançables aussi avec le prêt Action Logement. Le montant du prêt Action Logement, c'est 40 000 € maxi à 0,50%, donc en dessous les taux des prêts bancaires. Durée maximum 25 ans, sans frais de dossier ni garantie. Alors, j'ai un petit exemple. Sur 25 ans, si vous avez un financement avec Action Logement, vous faites un gain mensuel de 14 €. Si vous empruntez sur 20 ans, en ayant Action Logement, vous faites un gain mensuel de 9 €. J'ai une Les petite prêts, question. alors maintenant, les prêts épargne logement. Alors aujourd'hui, il faut savoir que depuis que les taux sont historiquement bas au niveau des banques, les épargnes logement, on n'en voit plus au niveau des prêts. L'épargne logement, en principe général, il y a deux phases, la phase épargne, la phase crédit. Et il existe deux produits, le plan épargne logement, le compte épargne logement. Excuse-moi, Jacques, je voudrais Oui, juste revenir sur Action Logement. On a une oui, petite question dans le chat. oui, Est-ce qu'on peut bénéficier d'un prêt Action Logement lorsque seulement l'un des deux du couple oui, est dans le privé et l'autre dans le public? oui, c'est possible. Et alors là, c'est tout à fait possible. Et s'il y a deux salariés du secteur privé, le couple, il n'y aura pas deux prêts Action Logement, ça sera un seul prêt Action Logement. Et la même question, mais si l'un des deux membres du couple est dans une entreprise de plus de 10 salariés et l'autre membre du couple dans une petite entreprise. Aucun problème, le prêt Action Logement est possible. Merci. Alors, l'épargne logement, donc il y a une phase épargne. Alors, les taux sont rémunération d'épargne sont très bas. Un PEL aujourd'hui ouvert depuis août 2016, 1%. Quand il est compte épargne logement, c'est 0,25% depuis le 2 janvier 2020. Les prêts PEL, les taux ne sont pas favorables aujourd'hui. Pour ceux qui ont été ouverts depuis août 2016, les taux sont à 2,20 et ceux qui ont été ouverts avant, supérieurs. Les prêts CEL, taux à 1,75%, mais il faut savoir que les PEL qui ont été ouverts depuis X années, les taux d'intérêt du prêt se décomposent en plusieurs taux. Donc aujourd'hui, non favorable. Et au niveau des prêts complémentaires, bah, il peut y avoir pour certaines grandes entreprises des prêts comités d'entreprise et par ailleurs des prêts aux salariés de certaines administrations de la fonction publique comme les finances, attendez, il y a quoi autrement? J'ai plus en tête. Enfin, il y a quelques administrations qui prêtent à leurs salariés. Les prêts principaux, en prêt réglementé, il y a toujours le prêt conventionné, appelé PC, et le prêt d'accession sociale. Alors, ça peut financer logement neuf ou ancien. Pour le prêt d'accession sociale, il y a des conditions de ressources, c'est le même plafond que le prêt à zéro. Durée 5 à 30 ans. Ce prêt d'accession sociale ou prêt conventionné peut financer 100% du coût de l'opération, hors frais de notaire et hors frais de banque. Les taux sont fixés par les banques dans une limite réglementaire. En 2021, les taux préconventionnels prépass ne sont pas mieux que les taux des prêts bancaires classiques et d'ailleurs depuis déjà pas mal de temps, depuis que les taux sont historiquement bas. Les locations sont possibles dans certains cas. Et enfin, le prêt bancaire, il n'y a pas de conditions spécifiques. Le dossier est à l'appréciation des banques. Les taux sont libres. Donc, un petit aperçu au niveau des taux. Région ouest de la France, si vous empruntez sur 15 ans, les taux aujourd'hui, un bon taux aujourd'hui, c'est 1,30. Si vous empruntez sur 20 ans, environ 1%. Et si vous empruntez sur 15, un petit peu moins, aux environs de 0,80. Et là, c'est le taux nominal, c'est-à-dire hors frais. J'ai une Alors, petite quelques PEL, repères. Jacques, avant de poursuivre. Oui, Une personne demande est-ce que deux PEL pour deux personnes différentes peut être utilisé pour financer un même bien? alors, deux PEL sont possibles, mais il y a un plafond au niveau du prêt. Alors, je ne l'ai plus en tête, mais il y a un plafond réglementaire au niveau prêt PEL. Ok, merci. Mm. Alors, quelques repères et indicateurs. Banquier, alors, vous allez vous poser la question, banquier ou courtier. Donc, si vous faites le choix d'un banquier, faites marcher la concurrence. Alors, pas toutes les banques, parce que vous n'allez pas en finir. C'est parce que il faut quand même avoir du temps. C'est parce qu'il faut prendre des rendez-vous. Vous faites des plans de financement. Là, ça ne vous engage pas. Le courtier est un intermédiaire en opération de banque. Donc, vous signerez avec lui, si vous lui confiez la recherche d'un financement, vous signerez avec lui un mandat de recherche de financement.
Les frais de courtage sont libres. Alors, bien sûr, avant de s'engager avec le courtier, demandez-lui clairement quelles sont ses tarifications. Et alors, certains courtiers prennent zéro de frais pour l'emprunteur. Il est entièrement rémunéré par le banquier. Le courtier peut présenter un intérêt si le coût du crédit obtenu par ce professionnel est supérieur, donc si la réduction donc, est supérieure à sa rémunération. Sa rémunération va venir en plus des frais de dossier banque. Et alors, ça peut être intéressant aussi le courtier si l'emprunteur a un dossier spécifique qui n'est pas commun. Ça peut être aussi l'emprunteur qui a des problèmes de santé, qui a des difficultés à trouver une banque ou un montage vraiment très particulier au niveau opération immobilière. Et l'avantage du courtier, ça peut être aussi un gain de temps. La personne qui n'a pas de temps à dégager pour faire le tour des banques, le courtier, c'est aussi un gain de temps. Alors, taux fixe, taux révisable ou taux nominal, taux annuel effectif global. Le taux fixe constant, c'est un taux qui est figé pendant toute la durée du prêt. Le taux modulable, c'est très intéressant. C'est toujours un taux fixe, mais qui va être modulable, c'est-à-dire sans renégocier le contrat de financement, vous pourrez augmenter et baisser les mensualités dans les limites prévues au contrat de financement. Et ça, c'est dans l'hypothèse où vous avez une évolution au niveau de votre situation personnelle. Ça peut être une baisse de revenus, augmentation de revenus. Taux révisable, appelé aussi taux variable, alors vivement déconseillé, surtout qu'actuellement les taux sont historiquement bas. Et l'ADIL a toujours déconseillé les taux révisables avec les pièges qu'on a pu constater dans le passé dans les contrats de prêt à taux révisable. Emprunter, surtout pour un bien immobilier, c'est quand même emprunter un certain capital. Je déconseille le taux révisable. On n'est pas au casino. Le taux nominal, quand on parle du taux nominal d'un prêt, c'est le taux de base hors frais, servant à calculer, alors le taux de base hors frais servant à calculer les intérêts du crédit, voilà, c'est ça. Donc, quand je vous ai parlé tout à l'heure d'un prêt sur 25 ans à 1,30, c'est le taux nominal hors frais. Le TAEG, c'est le taux annuel effectif global, et donc ça correspond au taux nominal plus tous les frais liés au crédit, les frais de dossier, l'assurance, les frais de garantie et éventuellement les frais d'ouverture d'un compte si vous changez de banque. Et ce fameux TAEG est un élément de comparaison entre les différentes banques. Maintenant, il y a un autre élément de comparaison que je conseille vivement, c'est aussi comparer les valeurs en euros, mais il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire il faut comparer à capital prêté identique d'un établissement à un autre. C'est le banquier qui vous sortira la mensualité la plus basse en euros, mais bien sûr, assurance décès, invalidité incluse, avec les mêmes quantités de pourcentage d'assurance. Alors justement, les assurances, la principale assurance que le banquier va exiger, c'est l'assurance décès invalidité. C'est une couverture indispensable d'un crédit immobilier. Elle va vous couvrir sur le décès, l'invalidité et l'interruption temporaire de travail. Souscription du contrat, soit que vous le souscrivez via la banque, soit vous souscrivez l'assurance auprès d'un assureur externe. Alors, cette formule est possible si les garanties apportées par l'assureur sont au moins équivalentes à celles proposées par la banque. Alors, il n'est pas rare de voir quand même que si vous souscrivez l'assurance ailleurs qu'à la banque, le banquier peut avoir tendance à relever le niveau de son taux d'intérêt. Alors, en matière d'assurance, on parle aussi des quotités, c'est-à-dire vous empruntez toute seule, vous serez assuré à 100%. Si vous empruntez à deux personnes, vous pouvez être assuré à 100% chacun, c'est-à-dire à 200% à deux. Maintenant, par économie, si par exemple deux personnes ont les mêmes revenus, vous pouvez être assuré à 50% chacun. Maintenant, il faut éviter un déséquilibre, c'est-à-dire si un jour il y a un accident, décès ou invalidité, dans la nouvelle situation de remboursement d'emprunt immobilier, il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre en endettement entre les nouveaux revenus et les nouvelles charges de remboursement de mensualité sur prêt. Il est possible de changer d'assurance
c'est plus souple qu'auparavant avec les différentes législations qu'il y a depuis quelques années, enfin, dont certaines plus récentes. Vous pouvez résilier à tout moment la première année, au plus tard 15 jours avant la date d'anniversaire, mais là aussi, il faudra apporter une nouvelle assurance au moins équivalente à celle proposée par celle de la banque. Et il est possible après de changer d'assurance chaque année pour chaque date d'anniversaire avec un préavis de 2 mois. Dernière assurance possible, c'est l'assurance perte d'emploi, mais qu'on voit de moins en moins. C'est une assurance facultative et chaque contrat a ses propres conditions générales fixant les règles d'indemnisation. Et cette assurance couvre le plus souvent les contrats en CDI, donc dans le cas des licenciements économiques. Pour les personnes qui ont des problèmes de santé, il existe une convention qui s'appelle la convention AERAS. AERAS, ça veut dire assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé. Celle-ci facilite l'accès à l'assurance et à l'emprunt des personnes ayant eu des problèmes de santé. Ce dispositif permet un examen approfondi et systématique de la demande d'assurance avec 3 niveaux d'examen. Et voilà, donc au niveau des assurances. Et enfin, je vais aborder l'offre de prêt. Qu'appelle-t-on offre de prêt? C'est le contrat que vous allez signer avec le banquier. Alors, il faut savoir que tant que vous n'êtes pas engagé sur le bien immobilier, ça veut dire que tant que l'avant-contrat n'est pas signé, soit le contrat de réservation dans le neuf ou le contrat de location-accession, quand on parle. Alors non, contrat de location-accession, il y a une particularité. Tant que vous n'avez pas levé l'option, vous n'avez pas encore fait la demande de financement. Parce qu'en location-accession, il faudra attendre la levée d'option un petit peu avant, même pour faire la demande de financement à la banque. Et pour l'achat d'un bien existant, vous ne pourrez pas faire la demande de financement à la banque tant que le compromis de vente n'est pas signé. Donc, les étapes, vous faites le choix de l'établissement prêteur, vous faites une demande de financement à la banque, il y a un dossier qui se remplit avec le banquier, il y a des pièces justificatives à produire, ça passe en commission banque. Si l'établissement accepte le financement, il vous transmet l'offre de prêt. C'est donc le contrat à signer et vous disposez d'un délai de réflexion de 10 jours, délai pendant lequel vous ne pourrez pas retourner le contrat signé. Une fois que celui-ci est signé, quelques jours avant la signature de l'acte chez le notaire, il faudra anticiper pour prévoir le déblocage des fonds afin qu'ils se feront d'ailleurs par virement bancaire après sur le compte du notaire. Parce que quand vous signerez chez le notaire, il faudra régler le solde du prix du bien, les frais de notaire et éventuellement les frais d'intermédiaire. Merci Jacques. Cette question sur le financement a suscité quelques questions. Oui. Je vais te les poser. Peux-tu répéter la moyenne dans l'Ouest des taux pour un prêt bancaire sur 25 ans? Alors, 25 ans, 1,30 taux nominal aujourd'hui, hein, c'est déjà un bon taux, hein, bon taux nominal. Ok. Quels sont les prêts pour les logements de classe énergétique F et G? Alors, prêt bancaire classique, là, il y a pas de législation particulière, donc là, c'est tout à fait possible, hein. D'accord. Et puis là, Sinon, il faut faire des travaux. Si les personnes qui veulent avoir les prêts, par exemple, le prêt au zéro, là, oui, dans le cadre d'une rénovation. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de moins en moins le financement prêt au zéro, enfin, sûrement du moins, en acquisition-amélioration. Parce que acquisition-amélioration, déjà, Nantes Métropole, c'est pas possible. C'est hors Nantes Métropole. C'est ce qu'on appelle en zone C. Zone C ou B2. B2, c'est au-dessus de Nantes Métropole, c'est un petit peu autour de Pornic. Zone C, c'est le reste du département. Zone B1, c'est Nantes Métropole en résumé, et puis la Carène, secteur Saint-Nazaire. on a une question d'Anaïs là plutôt sur les courtiers. Est-ce qu'on est obligé de continuer avec un courtier si les prêts qu'il nous propose ne nous conviennent pas? Avons-nous une obligation de fidélité, entre guillemets, auprès de lui? Vous signez un mandat de courtage, donc il faut bien lire ce que prévoit le mandat. Maintenant, le courtier, sa mission est de rechercher le financement. Donc, si vous renoncez au financement proposé par le courtier,
si les fonds ne sont pas débloqués, normalement, le courtier n'a pas de frais de courtage. Maintenant, il faut quand même bien lire le contrat, hein, le mandat de courtage. Mmh. Alors, je te remercie, Jacques. Pour le moment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. On a déjà dépassé un petit peu le timing. On voit que ce sujet vous a bien intéressé. Si jamais vous souhaitez poursuivre les échanges par rapport à votre projet immobilier, que vous souhaitez réaliser éventuellement une étude financière pour évaluer un peu votre budget ou pour mieux comprendre les différents dispositifs d'achat, je vous invite à nous recontacter. Soit en prenant rendez-vous auprès de nous, en nous écrivant un mail. Vous pourrez retrouver aussi sur notre site, donc adil44.fr, de nombreuses documentations, plaquettes de documentation juridique qui sont éditées par l'ANIL. Donc, une grande partie concerne justement l'achat, les frais, l'achat d'un terrain, etc. Et puis, vous pouvez évidemment suivre nos actualités sur Facebook, sur LinkedIn et puis de plus en plus sur YouTube. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je vois qu'il y a une dernière remarque. Est-ce qu'un prospecteur immobilier, c'est la même chose qu'un courtier? Prospecteur immobilier, il n'y a pas de définition juridique. Prospecteur, bah, ça peut être éventuellement, quand il y a le terme immobilier derrière, ça peut être ce qu'on appelle aussi un chasseur immobilier, c'est-à-dire on lui confie, la personne qui ne veut pas elle-même se charger de la recherche d'un bien immobilier, elle peut confier la recherche à un chasseur immobilier. Donc ça peut être chasseur, ça peut être aussi prospecteur immobilier. Et normalement, quand on parle du financement, c'est quand même le terme, c'est quand même courtier ou intermédiaire en opération de banque. Alors, je vais prendre une dernière question. Est-ce que l'État peut participer aux travaux de rénovation énergétique? Je vais me permettre de répondre sur cette question. Je vous invite à contacter l'espace Faire avec l'espace Info Énergie, qui renseigne notamment les habitants de Nantes Métropole sur ces questions de rénovation énergétique et de financement, d'aide financière. Vous pouvez également aller voir sur le site espace info énergie pays de la Loire.fr, puisque cette association, donc, qui partage aussi nos locaux, propose de nombreux webinaires du même format que ce soir sur les questions de rénovation et d'aide financière. Je vais m'arrêter là pour les questions ce soir. Je vous inviterai à revenir vers nous si vous avez une question particulière liée à votre situation ou à votre projet d'achat. Si vous souhaitez connaître nos événements à venir sur le logement, n'hésitez pas à vous inscrire par mail à notre guide de diffusion. On est en train de monter la programmation du second trimestre. Voilà, je vous souhaite une belle fin de soirée. Jacques, je te remercie Ben, pour merci à les vous et informations puis délivrées et je vous dis à très bientôt. bonne soirée. Merci, bonne soirée.